Vous avez l'intention de développer un produit digital? Un site? Une application? Un espace connecté? Oui, mais vous ne savez pas par où commencer. Inspirez. Vous aider à vous repenser, à innover et à conduire le changement en douceur? C'est l'objectif de l'interview objective. Partez avec nous à la rencontre de professionnels qui ont surmonté ce défi. Découvrez comment ils ont conçu, designé et fait la promotion de leurs produits digitaux en interne comme en externe. Expirez, c'est parti. Marguerite, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour de Cyril. participer à cette interview objective. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui vont nous regarder? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marguerite Vattier. Je travaille chez GRT Gaz. Ça fait déjà 4 ans de ça. Donc, chez GRT, j'y suis depuis le début, côté Design Lab. C'est l'entité qui porte la mission de design, mais on ira justement plus dans le détail pour ça. Et cette entité, elle a été à la DSI, donc là où j'ai commencé. Et puis, aujourd'hui, on est côté direction innovation, puisqu'elle s'est créée l'année dernière pendant le premier confinement. Ok, top. On voit souvent dans les groupes, nous, avec qui on travaille, des DSI et des BU innovation qui se rapprochent parce que sur les questions de product management et d'outils digitaux, c'est souvent deux entités qui sont amenées à travailler ensemble. La première question que j'aimerais te poser pour notre interview, c'est la mesure du besoin utilisateur à la création de ton service. Comment vous l'avez fait chez GRT Gaz? Doigt mouillé. Doigt mouillé, ça a été vraiment ressenti dans les tripes. Donc, c'est pas moi qui ai créé le Design Lab à la base. Je suis arrivée très tôt à sa création, mais c'est Dalila Madine qui aujourd'hui a monté sa structure, qui l'a créée. Et elle, en découvrant la méthodologie, il y a eu un peu ouais, mais c'est tout ce qu'on ne fait pas ou tout ce qu'on devrait faire et il n'y a rien. Bon, je parle en son nom, mais je pense que c'était à peu près ça qui s'est passé dans sa tête. Et après, en mode lean startup approximatif, où c'est-à-dire qu'on a lancé le produit petit à petit. Au début, c'était que du design thinking qu'on proposait, et vraiment la méthode, et puis voilà, évidemment appliqué aux différents projets, mais la méthode pour voir si ça marchait, aller toquer aux portes des personnes. Et puis, bah, au final, les personnes, en plus d'ouvrir la porte, jouaient le jeu avec nous, ils faisaient toute la balade et étaient embarqués. Et petit à petit, ils en demandaient plus. Ils voulaient plus, ils voulaient un peu découpé, un peu siloté, plutôt cette partie-là, etc. Donc, c'est vraiment par la pratique où on a validé le besoin qu'on avait ressenti dans nos tripes ou dans nos têtes. C'est vraiment un ressenti qu'on voit dans beaucoup d'endroits. Nous, chez nos clients, on voit que cette manière de travailler par étapes, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et d'utiliser ces méthodes, des méthodes de design thinking, quand on ne les utilisait pas avant, en fait, on voit le bénéfice et le bonheur de travailler sur des projets en interne. Il y a un vrai besoin des équipes. On le remarque nous souvent avec nos clients. Et du coup, l'étape suivante, c'est la définition de l'expérience. Comment est-ce que vous avez fait pour définir et répondre aux objectifs stratégiques, business, utilisateurs, collaborateurs? Parce qu'il faut souvent concilier forcément enfin, savoir faire la part des choses entre les besoins business, les besoins des collaborateurs. Comment est-ce que vous êtes Ouais. Alors, au fil de l'eau, parce que, enfin, je rajouterais même aussi un autre besoin, c'est notre passion. Enfin, le fait on a notre langage, nos convictions, et donc je le précise parce que donc on l'a fait vraiment, on a fait évoluer l'expérience par rapport aux différents besoins. Donc, par exemple, l'offre du Design Lab, je l'ai fait évoluer petit à petit avec donc ce gros bloc de projets d'accompagnement par le design thinking. Puis après, les personnes voulaient moins, faute de temps, de budget, et les problématiques faisaient qu'on pouvait adapter l'accompagnement et donc pas sortir l'artillerie lourde du projet global, mais avoir un accompagnement d'une expertise, etc. Donc, on était vraiment par rapport aux besoins de la personne qui venait nous voir, vraiment notre consultant. Tu viens me voir avec un besoin et je te mets les ressources stratégiques, humaines qui va. Donc, c'est bien beau de répondre comme ça sur du sur-mesure, mais in fine, il y avait quand même le à quoi on sert, c'est quoi notre service, c'est quoi notre valeur à nous de façon globale. Donc, ce gros moment de remise en question
qu'on a dans le pro, dans le perso, qu'on a tout le temps, et qui est toujours un casse-tête. Et donc, on a pris du temps sur ce casse-tête pour se dire, OK, on croit qu'on sert à quelque chose. Il semblerait que c'est validé, mais vraiment, est-ce qu'on est réellement utile pour tous ou est-ce qu'on n'est pas que le gadget? Parce que le gadget, il y a le côté désirable, mais la stratégie, pas vraiment. Et donc, on s'est vraiment re-questionné, donc après coup, hein, sur un peu en mode temps pivot. Après des expérimentations, temps pivot, est-ce que on est viable? Ouais, en soi, on coûte pas cher comparé à beaucoup d'autres postes de dépenses. On essaie un maximum de faire nous-mêmes, donc on est viable. On est désirable, ça a été prouvé. Les personnes viennent, reviennent et on étend même nos collaborations. Et stratégiquement, eh bien oui, on répond bien aux enjeux de la direction DSI à l'époque, son ambition, et on a participé au développement de leur stratégie, d'ailleurs avec ce focus à être orienté utilisateur, à promouvoir des politiques de design au sein de la stratégie DSI. Donc, voilà, un peu le serpent qui se mord la queue à la fin, mais dans le côté bénéfique de la chose, on était stratégique, viable et désirable. Donc, on avait toute légitimité à être dans le service. Et puis après, un peu le feu d'artifice pour valider tout ça, quand on a été bougé côté direction innovation, c'est que notre légitimité a été avérée et donc il fallait continuer comme ça. Ouais, on le remarque aussi nous, avec les groupes, avec les groupes avec lesquels on travaille, on remarque que, on a une logique qui est assez différente entre, les directions plutôt techniques et les directions innovation. Là où sur de l'innovation, on est sur de la recherche et développement, on n'a pas une notion comment dire? De répondre à un besoin technique. On a plutôt la notion de répondre à l'utilisateur. Et donc forcément, ce rapprochement, il est intéressant parce que, on arrive à des produits digitaux, des sites internet, enfin plein d'outils qui sont performants au final. Le nombre de fois où on a des gens qui sont venus nous voir chez Limpide, en nous disant: «Bah, en fait, on a fait ce projet-là, il nous a pris, X mois ou voire même années, on a dépensé, bah, du coup forcément pas mal d'argent et on n'a pas d'utilisateurs». Et donc du coup, la question c'est on arrive à cette question-là de, pourquoi, enfin, essayer de trouver pourquoi ça fonctionne pas. Et on se rend compte que il y a parfois, je dis pas tout le temps parce que ça n'arrive pas tout le temps, mais parfois des réponses qui sont en fait basées sur une solution technique, très robuste, très costaud, mais qui est complètement démesurée par rapport aux besoins utilisateurs. Et donc forcément, les personnes qui l'utilisent derrière, elles ne sont pas une interface, user friendly ou sympa à utiliser. Et donc elles boudent l'outil, quoi. Donc c'est des choses qu'on voit et c'est bien cette notion j'ai l'impression qu'ils s'en sont rendus compte dans tes équipes, quoi. Donc chez tes collègues, c'est top. Ouais, donc ah oui, dans l'utilisation du design, en effet, le côté tech, en fait, maintenant, il y a une certaine autonomie qui s'est dégagée des collaborateurs de la DSI vis-à-vis de l'expertise design, dans le sens où, déjà, on a un directeur qui va être très sponsor de cette posture et c'est génial, mais aussi, donc, il y a ce côté, le design peut nous aider à trouver des cas d'usage pertinents. Donc oui, en effet, partir par la tech, mais c'est pas non plus de la tech technocentrée. C'est quand même de la tech centrée sur les usages. Et ce qui justement évite ce côté, j'ai un super gadget, mais personne veut l'utiliser, machin. Et puis donc il y a donc partir par la tech et il y a partir par la tech, mais la tech qui ne marche pas. Dans le côté, quand il y a refonte des applications, c'est chez nous, comme chez personne, je pense, la technologie est obsolète. On l'use jusqu'à la fin. C'est comme moi avec mes chaussures, c'est quand il y a des trous que je peux vraiment plus la mettre parce que ça devient absolument ridicule de continuer. Eh bien, c'est à ce moment-là il y a la question pour avec quel partenaire, quel éditeur ou quel développement on va aller. Et c'est dans ce cas où maintenant les collaborateurs DSI, de GRTGAS commencent à prendre le réflexe de se dire, ouais, mais en fait, il faut revoir le positionnement même de cet outil. À qui il sert, à quoi il sert et dans quel écosystème se place-t-il. Et ça, c'est une posture forcément qu'on défend au Design Lab, et le fait que ça se partage et qu'on soit plus les seuls, en tout cas que les gens, peut-être qu'ils le pensaient avant, mais en tout cas actent dessus, ça c'est vraiment top. Ouais, c'est super qu'il y ait les mentalités qui évoluent là-dessus et nous, on le voit les projets qu'on gère, avec, notamment là, je pense à Total ou
enfin, ou d'autres clients, on travaille beaucoup en amélioration continue. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter qu'on nous dise mon outil a bien vécu. En fait, l'idée, c'est plutôt de créer des outils, des produits digitaux qui puissent vivre dans le temps et évoluer. Et pour ça, il y a une vraie notion de mettre en place une manière de penser produit et une équipe du coup dédiée. À l'inverse d'un projet où là, il y a un début, une fin, une équipe produit, en fait, c'est dans la continuité, quoi. Dessus, côté GRT, puisqu'à la DSI, ça fait 3-4 ans maintenant, je sais plus, le temps passe trop vite, mais ça fait un certain temps qu'ils sont passés en mode agile. Je dis on, puisque nous, côté digital, on avait toujours ce système un peu lean startup avec ce business model en évolution, parallèle et faut ce qu'il vaut, mais en tout cas, il y avait cette complémentarité dans les équipes. Et donc, les équipes sont devenues des équipes produits à la DSI. Et donc, il y avait ce côté justement cycle de vie. On ne parle plus de projet, on parle de produit. Par contre, ça a été fait vraiment par la vision agilité. Donc, moi, design, je me suis dit, oui, mais voilà, on travaille ensemble, c'est pertinent, justement. Voilà, c'est hyper complémentaire. Et justement, on est dans la construction de la complémentarité aujourd'hui, dans le sens où déjà commencer avec ce regard design, en tout cas cet ajout de design dans la vision produit, pour se dire à quoi il sert, à qui il sert, l'usage, l'ambition, le positionnement de celui-ci. Et après, là, on est en train de développer ce service-là où on mélange une vue design et marketing, mais vraiment centré sur l'utilisateur, en amélioration continue. En fait, comment on peut avoir cette inclusion de l'utilisateur sur le long cours pour avoir cette évolution, ce travail main dans la main et aller plus loin que cette vision de l'agilité avec les epic owners qu'on a et qui font partie de nos métiers. C'était une grande victoire, je trouve, pour les équipes de GRT Gaz. Mais maintenant, c'est aller plus loin. C'est les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça, on est en construction de cette collaboration. Ça, c'est top, ça. Et là, on a abordé la question justement de la méthodo que vous utilisez. Sur les outils pour justement mettre en place cette amélioration continue, enfin, vos méthodes de travail, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Alors nous, on est très sur les outils côté design, animation et très humain. Donc voilà, un outil qui est plus visuel que technique, je dirais. Par contre, on essaie justement de creuser le technique, de creuser le côté vraiment data, parce que la data, on l'utilise et on peut plus le montrer. Mais on creuse le sujet parce que les outils qui sur étagère paraissent bien coûtent vite très cher et sont assez démesurés par rapport à nos besoins. On reste une petite équipe, on reste quand même assez minime. Comme je sais, on est plutôt en mode une startup, donc étape par étape. Et pour cette première étape, on a du mal à trouver quelque chose qui soit efficace et économiquement intéressant. Donc, on teste le côté test utilisateur avec des datas qui se montrent bien, de la data vise à la fin, parce que c'est important. Quand on porte la voix, nous, des utilisateurs, ça peut paraître subjectif parce que c'est du qualitatif qu'on remonte. Donc, on peut avoir quelqu'un en face qui gère le produit qui dit, bah non, c'est pas ça. En effet, ça se tient, c'est deux avis différents. Sauf que nous, on a été entraînés pour porter la voix d'un certain groupe qui a son poids. Mais cet entraînement, il est hyper intangible et c'est pour ça qu'on souhaite avoir la data visualisation, même pour nous aider à appuyer nos messages. Et on est en train de creuser ça. On est en train de creuser aussi cet outil qui serait un peu en mode plugin sur les produits et qui nous permettrait d'avoir des retours utilisateurs quali et quanti. Mais ça, c'est vraiment en cours de test assez timide encore chez nous. Donc, en soi, pas de produit réel, sinon c'est du quali en one-to-one. Nous, sur les tests utilisateurs, là, ça me parlait beaucoup ça me fait penser à un outil, une plateforme qu'on utilise beaucoup pour les tests, qui s'appelle Testapic. On est partenaire de la solution et qui a justement un algo qui vient étudier les réponses de manière automatisée. Et en plus, tu as du traitement derrière, mais la solution est assez intéressante parce qu'on arrive à faire du quali avec des méthodes de quanti, si je dois caricaturer le truc. Et on a surtout un panel d'utilisateurs qui est assez conséquent. Et donc, du coup, sur des projets très spécifiques,
on arrive à trouver, des personnes qui correspondent au profil qu'on recherche. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait du B2B. Sur du B2C, c'est facile, mais du B2B, c'est plus compliqué, quoi. On teste justement TestApic, qui était la solution qui nous paraissait la plus adaptée à nos besoins et contraintes. Et on est en train de trouver nos marques avec l'outil, parce que nous, c'est particulier. Déjà, on est en interne. Pour les tests, ça va être de l'interne, donc on n'a pas besoin de cette plus-value de TestApic. Mais c'est vrai que comme on a l'habitude de justement faire nos tests quali, d'avoir plus de liberté, on va dire, sur comment on présente les tests, là, se retrouver avec un cadre qui est pratique, hein, le cadre il est là, mais qui n'est pas forcément le nôtre, il faut qu'on trouve nos marques et qu'on s'adapte pour trouver. Mais par contre, la vue à la fin, avec en plus le test l'attractif, permet clairement, là, on a pu commencer à remonter des résultats, des KPI chiffrés. Et ça, c'est quand même énorme par rapport à ce qu'on faisait avant. Ouais, ça c'est gérer ces sujets par la donnée, c'est toujours intéressant parce que forcément, on a une vision très objective, pour faire un petit jeu de mots tout pourri avec l'interview, et de la donnée et du vrai usage, du vrai besoin. Et là, tu parlais des sujets internes. Aujourd'hui, comment est-ce que toi et ton équipe assurent la promotion du service au sein des utilisateurs internes ou externes, même si c'est incertain. Mais... Alors, donc, je suis obligée de le faire par histoire, en fait. Mais donc, au début, c'était vraiment au porte-à-porte, donc au réseau. Et là, on avait des idées de problématiques parce que on payait le projet. On est, ah, tu as une problématique, viens, on te fait un projet. Ça a été très vite par l'épreuve parce que de toute façon, le design et ces méthodologies-là, si on en parle, on ne fait qu'en parler, ça paraît conceptuel ou ça paraît être, mais c'est ce qu'on fait déjà, je vois pas ce qu'on nous apporte. Oui, bien sûr que je tacle le besoin, quoi. Donc, on était obligé de passer par l'épreuve. Et la communication, on va dire plus traditionnelle, interne, on le fait, mais trop timidement quand même. On pourrait le faire plus, mais c'est difficile. Le lexique, le jargon, la plus-value. En plus, on est chez des ingénieurs qui ont une façon de voir les choses assez différemment que nous. Donc, le travail, mine de rien, de traduction de nous, ce qu'on a dans la tête et comment on veut que la personne l'entende en face. Et voilà, ça prend du temps pour nous, en tout cas, à faire. Donc, on a pas mal dépriorisé le chantier et on est par l'épreuve et on est par opportunité. Donc là, par exemple, je fais de l'animation de projets transverses, en fait, assez simplement pour montrer l'expertise d'animation design qui se démarque comparé à quelqu'un qui sait bien animer une réunion. C'est très bien, mais nous, c'est une expertise à part entière. Donc, tout, voilà, c'est mais on connaît les personnes et nous, les utilisateurs, et puis la connaissance de l'autre, c'est important, et voilà. Donc, dès qu'on peut, on glisse la petite phrase, et après, bouche à oreille, les personnes viennent nous voir parce que le collègue a entendu dire que, et parce qu'il a travaillé avec nous, et que et l'avantage, c'est qu'en général, l'expérience qu'on leur apporte, au-delà du livrable lui-même, l'expérience qu'on apporte est toujours hyper agréable pour les gens. Et donc, c'est toujours mieux quand on passe un bon moment et qu'en plus, on a réussi à livrer un truc sympa derrière. Forcément, on va en parler positivement autour de nous. Donc, on joue là-dessus. Et mine de rien, ça nous fait suffisamment de boulot. On reste une petite équipe, mais là, on a ce qu'il faut comme travail. C'est un peu la même manière dont on a développé Limpide depuis plusieurs années. En fait, c'est le bouche à oreille qui nous a généré des nouveaux clients, qui nous a permis de nous développer. Et aujourd'hui, nous, on a développé justement une offre pour accompagner nos clients là-dessus. C'est un programme d'acculturation. Et on se rend compte qu'au sein d'un groupe, on a souvent l'équipe design ou l'équipe innovation en organisation qui veut faire passer des projets, en tout cas une mentalité, une manière de penser. Et en fait, d'avoir un partenaire extérieur qui anime des conférences, des interviews, des talks, ça permet de justement pas trop se mouiller et en même temps faire passer son message. Et on voit que c'est des choses qui plaisent et qui plaisent de plus en plus au sein des groupes. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont assez intéressantes et très enrichissantes parce qu'on est vraiment dans l'échange, la discussion. Et généralement, c'est des moments un peu sympas de partager son métier comme on le fait aujourd'hui pour parler avec ses pairs. Merci beaucoup, Marguerite,
d'avoir fait cette interview et, et je te dis à bientôt. Alors, convaincu? Vous avez l'ambition de changer le quotidien de votre entreprise en développant votre produit digital? En tant qu'agence, Limpide vous accompagne et vous forme au métier du product management. Contactez-nous.